Je vais vous lire un journal, et puis je vais finir. Le journal, il est là, qu'est-ce qu'il nous dit? Les dictateurs rwandais jouent l'avenir sur l'invasion du Congo. Je répète bien. Les dictateurs rwandais jouent l'avenir sur l'invasion du Congo. L'accord des minéraux avec Trump menace de défaire la violence croisade de Paul Kagame à la recherche du pouvoir. Boyki? Bino, vous ne faites pas les recherches, moi je fais les recherches. L'accord des minéraux avec Trump menace de défaire la violente croisade de Paul Kagame à la recherche du pouvoir. Nous sommes d'accord? Voilà. Ce journal est écrit hier, le 25 mai 2026. Nous sommes le 26 mai 2026. Et celui qui a écrit ça, c'est Adrien Bloomfield. C'est celui qui a écrit ça. Comme je n'ai pas assez de temps, je ne veux pas peut-être aller en détail pour vous lire le tout. Je vais seulement aller rapidement. Vous pouvez lire si vous voulez. Moi, j'ai payé, je me suis abonné pour lire ça pour vous. Hein. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai fait quand même ça. Alors, ce que je vais faire, je vais aller rapidement. Ici, il raconte d'abord l'histoire. Les rebelles avaient capturé une fois auparavant, en 2012, mais face à la progression internationale, Paul Kagame, le président du Rwanda, les avait ordonnés après seulement 11 jours. On peut supposer qu'il ne risquerait pas son image des partenaires africains le plus indispensable de l'Occident en tentant de réparer. Mais le M23 janvier, 3 jours après que Donald Trump a prêté serment pour son deuxième mandat, en tant que président, M. Kagame a traversé le Rubicon. Voilà, je continue. Au cours d'un assaut, les rebelles ont pris d'assaut la ville avec des chars volés à l'armée congolaise. Vous avez compris? Avec les chars volés de l'armée congolaise. Avançant sous le couvert de bombardements lourds, les forces gouvernementales se sont effondrées, les mercenaires ont fui et les soldats de la paix sont restés dans leur caserne. Bolanda, j'aimerais que vous puissiez très bien suivre ça. Nabando comment? Donc, ils volent les chars congolais. Comment ils ont volé les chars congolais? Moi, je lis ce journal, je l'ai. Hein? Comment ils ont volé les chars congolais? Qui a laissé pour qu'ils volent ça? De deux, les militaires congolais ont fui. Les militaires de qui? Les militaires de Kabila. Les généraux qui étaient là, ce ne sont pas les généraux de Tshisekedi. Kabila nous dit que lui, il connaît ces militaires. Il sait. Et il avait raison. Il connaît que ces militaires peuvent fuir. Et puis, les maintiens de la paix qui sont la MONUSCO, ils sont restés dans leur caserne. Baboujete. Il y a eu les bombardements. Et on dit... Les forces gouvernementales se sont effondrées. Les mercenaires ont fui. Or, les mercenaires, leur bureau principal est à Paris. Les Roumains, là, leur bureau principal et leur chef est français. Je viens encore de vous donner une information aujourd'hui. Voilà. Parce qu'ils travaillent avec Gemira. Gemira, c'est français. Gemira, ce sont les contrats qu'ils ont faits avec ces mercenaires roumains. Et qui était dans les contrats avec Gemira? Toumba Munda. Donc il avait peut-être aussi ces petits moyens à avoir comme on dit, la rétrocommission, pour dire ne pas voler. Boyinga, je suis en train de... Il faut comprendre malam. Donc, les Français dans les coups, à Gemira dans les coups, l'armée congolaise dans les coups, parce qu'ils sont les militaires de Kabila. La MONUSCO ne fait rien parce que c'est lui qui dirigeait la MONUSCO est français. Ah, Bobo Sani, hein, n'oubliez pas. Oui, c'est Jean-Marie qui, j'ai oublié son nom. Il était là-bas, dans les coups, la MONUSCO ne fait rien, il reste calme. Il n'y a que les Sud-Africains qui se sont battus. Voilà pourquoi il y a eu 9 ou 12 Sud-Africains qui sont morts. Ils ont tenu le coup pour longtemps, mais les chars des Congolais qui ont été volés, c'est ce qui a fait la guerre au Congo. On met entre parenthèses. Lisons les journaux et continuons. Voilà, Nanga Malamu. Vous avez encore un endroit à voir, c'est ce que je vous dis là. Tout le monde écoute, tout le monde suit. Ils prendront les idées pour aller aussi parler. Et j'aime ça.
je veux qu'ils prennent les idées, qu'ils aillent parler, parce que c'est ça. Quand vous êtes honnête, quand vous réfléchissez honnêtement, sans avoir l'argent de quelqu'un, vous parlerez comme Kalonji. Mais quand vous aurez toujours l'argent des gens à côté, gauche, droite, vous aurez des problèmes sérieux. Il y a un autre problème sur Mutamba, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je vais seulement vous dire qu'il y a beaucoup de désordre. Voilà, Mutamba parlait, j'ai des vidéos, mais je ne peux pas les mettre, je n'ai pas le temps. On parlera de ça peut-être demain. Si vous voulez revenir encore nombreux demain, nous parlerons sur ça avec Mutamba et avec Vondé, parce qu'il a parlé de Vondé, il a parlé des enfants des magistrats qui sont dans les administrations et dans la magistrature, il a parlé de beaucoup de choses. Je demande au président de la République, le président Tshisekedi, comme il a toutes les cartes, il faut enlever beaucoup de gens de la magistrature et faire un gouvernement très réduit et très restreint. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre avec ça. La crédibilité de la magistrature du Congo n'est plus. La crédibilité dans le gouvernement congolais n'est plus non plus. Vous avez vraiment intérêt, comme vous avez toutes les cartes, rapidement à nous faire un gouvernement réduit de 10 personnes capables de travailler. Vous avez aussi besoin de mettre un nouveau procureur de la République, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui a travaillé, qui s'y connaît et qui viendra sans état d'âme et qui viendra nous donner une bonne justice où les gens ne vont pas les pointer de doigts pour dire « Yé personne qu'on a Paris, yé personne qu'on a Bandundu, yé personne qu'on a Kassai ». On ne veut pas ça. Et ça, c'est entre vos mains. Je mets entre parenthèses. Je continue rapidement parce qu'il faut que je finisse pendant ça fait 1h42. Mes excuses pour le temps, je présente mes excuses pour un peu prendre le temps, mais j'aimerais que les Congolais comprennent la réalité. Je sais qu'on est à plus de 9600 personnes, je suis content, mais finissons rapidement pour que je vous laisse partir. Il dit, il s'agit de la plus grande victoire des rebelles dans l'Est du Congo depuis plus d'une décennie et de l'intervention rwandaise la plus effondrée depuis la fin officielle de la guerre civile au Congo en 2003. Les sanctions de M. Kagame ont fait l'objet d'une condamnation et de comparaisons internationales rapides avec Vladimir Poutine, laissant les diplomates à peine expliquer pourquoi l'un des dirigeants le plus astucieux d'Afrique avait entrepris un pari aussi colossal et ce qu'il pouvait faire ensuite. M. Kagame a longtemps nié être sponsorisé M23 ou bien être le sponsor de M23 parce que le français que j'ai traduit n'est pas exact, hein, vous comprenez, en anglais c'est différent. Malgré les affirmations contraires de l'ONU et des États-Unis. Ici on parle de l'ONU et des États-Unis. Le président qui a pris le pouvoir en 1994 après que ces rebelles eurent renversé le régime Hutu derrière les génocides dirigés contre sa minorité Tutsi, a longtemps été accusé d'avoir sapé le Congo militairement et économiquement. Les dirigeants occidentaux ont surtout choisi de détourner le regard honteux de leur inaction pendant les génocides et l'impressionner par le style de leadership de M. Kagame. Ils sont impressionnés par le style de M. Kagame. Et puis on dit efface et apparemment incorruptible. Il a utilisé l'aide au développement à bon escient, faisant le Rwanda un paragnon de développement africain et envoyé ses troupes pour pacifier des parties troublées du continent où l'Occident avait des intérêts économiques. Donc vous avez vu par le Mozambique, vous avez compris pourquoi. Je vous voyais même Tony Blair est là-bas, le Mozambique avec la France, et Centrafrique, il faut envoyer peut-être Kagame avec ses militaires, et nous, il va faire le travail, mais ils ont fermé l'œil sur le Congo. Écoutez ce que le gars dit. La Grande-Bretagne est devenue son fervent partisan. D'anciens ministres de l'aide tels que la baronne Schalker, Claire Schott et Andrew Michael ont chanté des louanges sur Tony Blair. Et Tony Blair l'a décrit comme un visionnaire et plus tard a servi en tant que conseiller non rémunéré pendant de nombreuses années. La Grande-Bretagne a été le plus grand donateur bilatéral du Rwanda. On dit ici, M. Kagame a peut-être été un dictateur, remportant plus de 99% de voix lors de l'élection de l'année dernière, mais les diplomates ont soutenu que la dictature était nécessaire pour protéger les Tutsis rwandais d'un autre génocide. Bozoyoka, je continue.
L'Occident est donc principalement resté silencieux, alors que les abus se sont montrés même lorsque M. Kagame a été accusé d'avoir envoyé des escadrons ou bien des militaires dans la mort à l'étranger pour assassiner des critiques. Donc, quand on les critique, il envoie les espions, les escadrons partout pour aller tuer tous ces gens-là avec tout ce qu'il y a. Ils sont restés silencieux. Lorsque Patrick Karegeya, son ancien chef d'espionnage, a été retrouvé étranglé dans un hôtel de Johannesburg en 2014, M. Kagame a nié son implication, mais a toléré le meurtre en disant « Vous ne pouvez pas trahir le Rwanda et vous en tirer ». C'est-à-dire que si Kabila trahissait le Rwanda aujourd'hui, je dis bien, si Kabila trahissait le Rwanda aujourd'hui, Kagame va le tuer. C'est pourquoi Kabila n'a pas le choix. C'est comme un mouton qui va à l'abattoir et qui est parti à Goma, sachant bien sûr qu'il finira par mourir. Parce que vous ne pouvez pas trahir, c'est leur truc à eux. On continue. Même lorsque Scotland Yard a découvert un complot rwandais pour assassiner des dissidents à Londres, la bienveillance britannique est restée inébranlable. M. Kagame a payé ses cotisations en distançant le Rwanda francophone depuis Paris, en rejoignant le Commonwealth en 2022, en signant un accord pour accueillir les demandeurs d'asile expulsés de la Grande-Bretagne. Tout ça, c'est écrit par ce journal-là. On y va. Maintenant, la partie importante commence à venir. On dit, le silence occidental s'étend souvent à l'ingérence répétée du Rwanda dans l'Est du Congo. Les premières interventions ont eu certaines justifications. En 1994, les rebelles de M. Kagame ont mis fin au massacre de 800 000 Tutsis. Ce journal est beaucoup plus proche de la vérité, mais ce n'est pas vrai parce qu'il n'y avait pas seulement 800 000 Tutsis. Il y avait 1 200 000 dans mes recherches des Tutsis en 1994. Il est pratiquement impossible de tuer 800 000 Tutsis sans qu'il y ait des Hutus qui sont aussi morts. Mais lui, quand même, est proche. Il a refusé de mettre 1 million de Tutsis, comme les autres mentent dans les journaux et dans tout ça. Lui, quand même, a parlé de 800 000. Et des Hutus modérés. Quand même, lui a dit les 800 000 là, il a mis et des Hutus modérés. Et on poursuivi les auteurs dans les Congos voisins où ils se sont rapidement regroupés. Mais les plaintes rwandaises contre les tueurs Hutus qui se cachent de l'autre côté de la frontière semblent de plus en plus comme un prétexte à mesure que sa menace s'estompe. Sur une période de 30 ans, le Rwanda, a ouvertement envahi le Congo à 3 reprises. Ouvertement, à 3 reprises. Tenté de renverser son gouvernement à 2 reprises. Et a réussi une fois, en tuant Kabila, certainement. Il a soutenu une dizaine de fractions rebelles, le Rwanda. Ça, c'était un journal très important. Le gars dit des choses. Je suis content que ce journal ici, les gens de la Maison Blanche l'ont aussi. Il dit, il a soutenu une douzaine de fractions rebelles. Oh non, nous on ne soutient pas les rebelles, nous sommes bons, nous les Rwandais, on n'est pas des choses là-bas. Il y a plus de 100 groupes rebelles. Lui a répertorié une douzaine. Mais en réalité, il y a des gens qui ont dit, plus de 80 groupes rebelles, c'est Kagame qui les finance. Et plus de 20 à 25 groupes rebelles, c'est Museveni qui finance. Donc tous les 120 groupes rebelles, la majorité sont financés par le Rwanda et l'Ouganda. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. On continue. Il dit, mais on dit au Congo, soutenu une douzaine de participer à l'affaiblissement de l'Est anarchique du Congo et accusé de pillage des ressources telles que l'or, la fermeture et la colombantile, c'est ce qu'ils disent ici, ils ont mal écrit. Des millions de personnes sont mortes en conséquence. Le Rwanda a des préoccupations légitimes en matière de sécurité, tandis que la revendication du M23 de lutter contre la discrimination et la violence contre les minorités Tutsis du Congo n'est pas dénuée, n'a pas de fondement. Vous l'avez dit? Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le journal. Ça n'a pas de fondement. Le M23 n'a pas de fondement dans sa revendication. Mais ce qu'ils disent les Rwandais pour sa sécurité, ça peut être légitime, ça peut être un mensonge. Quand même, nous savons que c'est un mensonge aussi. Mais il dit que pour le M23, ça n'a pas de fondement. Pourquoi Kabila a accepté d'être livré à ce niveau-là? Pourquoi Kabila a accepté d'aller... Bon, on ne trahit jamais les Rwandais. Vous trahissez les Rwandais, vous avez mangé 18 ans pour voir au Congo, on vous tue. Voilà qu'il n'avait pas de choix. Mais la soif
de l'élite rwandaise pour les minéraux du Congo est un facteur décisif. Affirment les analystes, les pillages est généralisé depuis des décennies. Kigali exporte beaucoup plus de minéraux qu'elle ne produit grâce aux milices fantoches qui font passer des ressources provenant des minéraux artisanales congolaises. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de députés qui ont des groupes, les artisans qui viennent voler les minéraux au Congo. Beaucoup de députés sont dans ces situations ici. Voilà pourquoi beaucoup de députés, voilà les mines sont là. Il y a les députés qui ont mis leur gens et sont à Kinshasa et ils prennent les minéraux artisanalement, ils donnent ça au Rwanda. Voilà les grands problèmes avec nous, peuple congolais. Rapidement. Affirme des groupes de défense des droits, l'année dernière, le Rwanda a exporté plus d'1 milliard de dollars d'or, bien qu'il n'ait pu les fournir. 1 milliard de dollars d'or, l'or, hein, ils ont produit 1 milliard, mais le Rwanda ne fournit pas l'or. On dit la cupidité minérale à elle seule n'explique toutefois pas la dernière action militaire du Rwanda. Les critiques notent qu'il a gaiement pillé l'Est pendant des années sans déclencher une guerre. Mais en 2021, le statu quo dans l'Est a changé lorsque l'Ouganda, un autre bénéficiaire des minéraux de contrebande, a conclu un accord avec Félix Tshisekedi, le président congolais, pour construire de nouvelles routes reliant les centres de bien-être des minéraux de l'Est du territoire ougandais, mettant l'écart le Rwanda. Ok. Ça, je peux vous le dire aujourd'hui. Je ne vous ai jamais dit ça, mais je vais vous dire ça. Je sais que cette politique était une politique que Tshisekedi voulait diviser le Rwanda de l'Ouganda. Maintenant, je vous le dis aujourd'hui, ce sont des révélations. Tshisekedi avait compris, comme le Rwanda a toujours travaillé avec l'Ouganda, comme étant les deux ensemble, mais le Rwanda gagnait tout, mieux vaut que je donne ces accords ici, ces bénéfices, ces avantages à l'Ouganda. Que l'Ouganda puisse voir qu'il peut aussi gagner avec nous, mais en ordre. C'était une façon de les diviser avec le Rwanda. Voilà pourquoi, à un moment donné, les Rwandais et l'Ouganda, vous voyez toujours, ils sont ensemble, mais à un moment donné, vous voyez, l'Ouganda fait comme s'il refuse, et puis il rentre, parce qu'il est coincé, il ne sait pas comment faire. C'était juste, Tshisekedi sait dans son cœur que le Rwanda et l'Ouganda sont une même chose. Quand les Congolais pleuraient chaque jour ici, et l'Ouganda et le Rwanda sont la même chose, vous pensez que Tshisekedi ne savait pas? Tshisekedi le savait très bien. Il sait que c'est la même chose. Mais qu'est-ce que je peux faire pour les mettre en conflit entre eux deux? Parce que le Rwanda vole beaucoup. Que je dise à l'Ouganda, fais les routes avec l'argent que vous voulez là. Que j'ai d'abord les routes chez moi. Et quand vous aurez les routes là, vous allez venir ici, vous aurez des minéraux. Les Rwandais disent, si cela arrive, j'aurai des problèmes moi avec. Et ça crée des problèmes entre le Rwanda et l'Ouganda. Et c'était sérieux. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des militaires ougandais qui sont morts au Congo et des militaires rwandais qui sont morts au Congo à Kisangani. Ils peuvent être, quand il y a l'argent, quand il y a les minéraux, tu oublies ton frère. Oui, oui, ils pouvaient être les mêmes, à un moment donné, vous oubliez. C'était juste une tactique que Tshisekedi a essayé pour voir comment il pouvait diviser les deux, mais ce qui est très difficile à faire. Rapidement, ici on dit, bon, je dois aller vite pour arriver à l'endroit le plus important. Il y a beaucoup de choses. Je dois aller à l'endroit le plus important. Je crois que c'est là. Je crois que c'est ici que je peux commencer. Monsieur Kagame s'est retrouvé sur un terrain inconnu. Après que le M23 s'est empassé de Walikale et s'est refermé sur une grande mine d'étain soutenue par des investisseurs américains, fin mars, il a reçu un avertissement sans équivoque de la part de l'administration Trump. Oui, oui, c'est là. On dit que Kagame il a reçu un avertissement sans équivoque de la part de l'administration Trump. Pour dire que Longwa et Sikawana Mema Yayon Sotou, et puis vous allez voir Walikale, c'est là-bas, tout est là-bas, vous pouvez voir ça devant vous. Il a été menacé, on lui a dit tu dois quitter et n'ose même pas. On dit, hein, ils lui ont donné un message très fort pour dire, écoutez, le gars a écrit, ils lui ont donné un message très fort pour dire, peut-être ça vous allez voir bien, quand je vous ai sabi sauter, d'accord, ça a raté. Remontez maintenant ou bien explique une source familiale avec les discussions. On dit, hein, on leur a dit, remonte maintenant, quitte Walikale maintenant. Il n'y avait pas de carottes impliquées dans la conversation. Il n'y avait rien d'autre que de béton. C'est-à-dire que c'était un message dur et direct qu'on a donné à Kagame. Quitte Walikale maintenant.
Il n'y avait pas d'explication. Non, vous savez, et qu'on sort. Et on dit, M. Kagame s'est rapidement conformé, les M23 s'est retiré et les lignes de front du Congo ont résisté largement depuis ces jours-là. On lui avait dit de ne plus jamais continuer. Je peux vous lire tous ces journaux ici. On montre Trump, ce que Trump a dit. Et quand on est arrivé au niveau de l'accord de paix, on dit l'avenir des conflits pendant maintenant une grande période, M. Trump qui est censé offrir des drones au Congo. Bolanda, c'est un journal qui est connu. Il dit qu'il est censé offrir des drones au Congo dans le cadre d'un paquet visant à dissuader le Rwanda et à réduire son avantage militaire dans la région. Bolandinga, ça c'est les États-Unis. Je suis en train de vous répéter que les États-Unis, dans l'accord de paix et dans ce qu'ils prévoient faire avec le Congo, c'est de lui offrir. On dit, la question qui se pose maintenant est de savoir s'il a poussé un peu trop loin. On continue. On dit, l'avenir des conflits dépend maintenant en grande partie de M. Trump, qui est censé offrir des drones au Congo dans le cadre d'un pacte visant à dissuader le Rwanda et à réduire son avantage militaire dans la région. On ne vous a pas dit que les États-Unis préparaient avec le Pentagone pour donner au Congo les armes de dissuasion? Ne vous ai-je pas dit que c'est ce qu'on a besoin depuis hier? Je vous ai dit que le Congo a besoin d'avoir les armes américaines. C'est ce qui donnera la démocratie et la souveraineté au Congo. La souveraineté, c'est la Kamaloba à mon côté. Tant que non, chaque pays est souverain. Et chaque pays, vous devez respecter ses intégrités territoriales. Et ça, à mon côté. Si quelqu'un vient vous dire que non, nous sommes souverains. Non. Quand tu es souverain, aux appels à Mundu qui sont au Betiango, souveraineté yokani. Vous m'avez entendu? Je répète, un souverain, c'est celui qui a la capacité de dire que ne touche pas, tu ne touches pas. Quand tu touches, il tape. Mais un souverain n'est pas celui qui dit ne touche pas, mais tu touches et il ne fait rien. Tu n'es pas souverain. Tu es souverain dans les paroles, mais tu n'es pas souverain dans la réalité. Voilà pourquoi l'administration Trump, j'ai voulu lire ça, je ne voulais pas seulement vous dire, il y a des drones, je vous dis, bichi. Quand on signe seulement les pactes, ça commence à monter, ça commence à aller au Congo. Ça veut dire que les États-Unis pourront peut-être ne pas attaquer visiblement parce que lui, son niveau ne peut pas attaquer le Rwanda. Il va doter le Congo avec des drones, avec des armes, que ça sera fini cette histoire. Kagame, Kabila, oubliez. Oh, Kabila est venu à Goma, il est venu mourir. Je vous le lis, hein? Je ne sais pas que je vous forme. C'est là, c'est public. Hein? Ah, c'est moi qui vous le lis. Et vous n'avez pas encore lu les journaux. Moi, je les lis depuis hier la nuit. Et vous dormiez, vous ronflez. Voilà la réalité. Il a été rendu à M. Kagame de signer un accord. Donc on a sommeillé un Balobaka. Il a été demandé à M. Kagame de signer un accord de paix avec M. Tshisekedi à la Maison Blanche au début du mois de juillet. Mais nous on a dit que c'était le 15 juin. Ici il a dit que juillet. Donc si ça arrive en juillet, ne vous énervez pas. C'est possible. On dit au début du mois de juillet, ça peut être à la fin du mois de juin, celui du mois de juillet. Les autres ont dit que ce sera le 15 juin. Mais je sais que comme le deal devait passer au Parlement congolais, peut-être ça peut être au début du mois de juillet, ne me tenez pas au mot, c'est possible, ou d'avoir des conséquences économiques beaucoup plus importantes selon deux sources diplomatiques. Vous voyez? En vertu de l'accord, il est probable que le M23 devait se retirer de la majeure partie du territoire qu'il détient, y compris Goma. Ils vont tous partir. C'est là, y compris Goma. J'ai mis ça seulement pour vous puissiez voir. Ils vont partir en vertu de l'accord. Et Goma, tous ils vont partir. Et Kabila, tout le monde, je ne sais pas là où il va aller vivre, c'est où, je ne sais plus. Son économie toujours fortement dépendante de l'aide occidentale, mais Kagame n'a peut-être pas d'autre choix que de céder pour l'instant. Il n'a pas le choix que de céder pour l'instant. Il n'a pas le choix. Mais Badrono Bagope Sabiso. C'est-à-dire que le Congo sera en capacité que Yemokwa Beti Munduki, Kagame Kimi. Ça ne sera pas les armes de la Turquie. Ce sera les drones des États-Unis. Ça sera les drones qui vont vous voir à partir de Katanga, à partir de Kamina, à partir de Bandundu, Congo central, Kinshasa, Équateur. Il y a des drones qui vous voient. Vous osez, on vous cogne. Parce que les Américains ne vont pas, surtout Donald Trump, c'est un fou. Il ne va pas les signer un papier pour que vous puissiez venir commencer à se jouer de ce qu'il a signé.
Mais le respect par les Rwandais pourra être de courte durée, peut-être, à moins que les questions complexes qui affichent l'Est du Congo, en particulier celle de l'ethnie qu'ils proclament des droits fonciers, ne sont abordées. La région restera peut-être instable, mais avec l'arrivée des États-Unis, il y a quand même une vulnérabilité, mais il y aura quand même du sérieux. L'armée congolaise reste désespérément faible, tandis que les milices loyalistes sur lesquelles M. Tshisekedi s'appuie à leur place pour alimenter les chaos, pour y mettre fin. Bon, ça, ils ont mal traduit. Ici, ils voulaient parler d'Éric Prince. Et puis on dit sans une diplomatie soutenue, ça c'est les Français très mal comme on a écrit ça. Sans une diplomatie soutenue, c'est dont M. Trump ne peut pas, n'a plus de patience. Un nouveau chapitre de la violence pourrait facilement commencer dans un avenir proche, mais Kagame doit simplement attendre son temps pour dire que s'il veut continuer, il doit attendre Trump au Kende. Or, Vince est très dur que Trump. Mais c'est un journal qui a dévoilé beaucoup de secrets, comment l'administration Trump a dit à Kagame de se retirer, comment l'administration Trump est en train de travailler sur les deals pour en être sûr que même ils vont libérer toutes les parties, y compris Goma, tout ça, jusqu'à Bonagan, ils doivent partir. Et puis, le Congo aura des drones des Américains. Bon, c'est que lui n'a pas dit, mais moi je sais que Pentagone aura à former les militaires congolais aussi. Parce que le Congo n'a pas l'armée. Le problème de la souveraineté, c'est l'armée congolaise. Que Kabila nous a envoyé des bêtises, que nous avons besoin d'une armée nouvelle qui viendra pour nous aider afin que le Congo puisse se retrouver.